Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question par vidéo, d'accord? Donc, je pense que c'est une nouvelle série que je pense que je l'avais déjà fait par le passé ici, quand je disais j'arrête la bourse, etc. Je répondais à une question ici d'un de nos abonnés. Donc, la vidéo doit être sur la chaîne également ici. Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question et cette question est revenue deux fois cette semaine-ci, peut-être d'une certaine manière, pas de la même façon. La première fois, on m'a demandé, mais pourquoi est-ce que j'enlève la dette du PER? Où est-ce que j'ai vu ça, etc. Que normalement, je devrais le faire uniquement en utilisant l'actif net réévalué, etc. Donc, le commentaire, je ne sais pas sur quelle vidéo c'était, mais je l'ai eu cette semaine-ci. Je pense que j'ai expliqué à la personne pourquoi est-ce que je le faisais. Et maintenant, j'ai reçu cette question-ci. Bonjour Thierry, merci pour ton analyse quantitative. Quand tu dis que le marché, déjà merci d'appeler ça de l'analyse quantitative. Donc quand tu dis que le marché ne prend pas en compte la dette, pourrais-tu développer s'il te plaît? Ok, je pense que je l'avais déjà fait premièrement sur une vidéo qu'on appelle comment évaluer une entreprise et qui est également sur la chaîne ici. Donc, vous savez que moi, je ne fais pas de PowerPoint ou de slide ou quoi que ce soit. Donc on va aller vraiment open bar, ok? D'où vient cette méthode-là? Déjà, premièrement, pourquoi j'aime les PER? Cette méthode-là. Ok, je l'appelle généralement price to earning ratio, mais vous allez souvent voir que parfois je prends également le price to free cash flow. Ok, il faut vous dire une chose. Le plus important pour moi entre le earning qui est généralement le résultat net ici, le free cash flow, le plus important pour moi c'est le free cash flow. Donc je veux absolument que les free cash flow soient le free cash flow égale au moins un résultat net. D'accord? Tout simplement parce que le free cash flow, c'est le véritable cash que vous entrez dans l'entreprise. OK? Donc, parce que vous pouvez avoir des résultats nets sans free cash flow. Donc, le plus important maintenant est généralement de savoir, enfin, derrière, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette entreprise-là pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les net income et les free cash flow, que ce soit positif ou négatif. Pourquoi on a cette différence-là? Et comme je l'ai dit ici, quantitativement, vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais qualitativement, vous pouvez le faire. Donc, en lisant les rapports financiers pour voir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là. OK? Donc, on n'est pas là pour parler de free cash flow, on est là pour parler de pourquoi est-ce que je prends en considération la dette. Premièrement, j'aime le PER, pourquoi? Parce que ça représente un rendement. C'est un rendement. Quand on vous dit ici qu'une entreprise s'échange, et je le dis toujours, toujours sur chacune des vidéos, donc je vais juste prendre ça ici, mettre ça là, sur ce graphique-ci. Donc, on va juste, est-ce que j'aurais besoin de ça et ça là, et on vient là. Quand on vous dit qu'une entreprise s'échange à 20 fois les bénéfices, d'accord? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend un rendement de 5%. D'accord? Quand une entreprise s'échange à 100 fois les bénéfices, ça sous-entend un rendement de combien? 1%. Quand une entreprise s'échange à 300 fois les bénéfices, ça sous-entend un rendement de combien? Un rendement de 0,33%. OK? Le but du game ici, quand vous investissez, c'est d'avoir le rendement le plus élevé tout en assumant le minimum de risque possible. OK? Le rendement le plus élevé tout en assumant le minimum de risque possible. Et le rendement le plus élevé par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Premièrement, par rapport au marché en général. Et le marché lui-même se compare comment on appelle ça, au marché, je vais appeler ça au marché obligataire, d'accord? Que ce soit au niveau pour les entreprises essentiellement, d'accord? Donc, ça dit qu'il y a une influence ici sur les taux d'intérêt ont une influence sur ces taux-là, ok? So, sur les taux de dette ici, là, les taux d'endettement ici, là, par rapport sur les entreprises. Donc, quand on a un taux d'intérêt de 6%, il serait rare de trouver une entreprise qui arrive à s'endetter en dessous de 6%. OK? Une entreprise qualitative, je mentionne bien, en dessous de 6%. D'accord? Aucune banque ne voudra assumer cela parce elle a juste à prêter son argent au gouvernement et elle obtient 6%. Pourquoi est-ce qu'elle va prêter de l'argent à une entreprise qui est censée être plus risquée, entre parenthèses, bien sûr, qu'une organisation ici, enfin, qu'un gouvernement ici? Pourquoi est-ce que, c'est pas tous les gouvernements, bien sûr, pourquoi est-ce qu'elle va prêter de l'argent à cette entreprise à des taux d'intérêt moins élevés? C'est la question généralement qu'il faut se poser. Donc, pour revenir à cet exemple-ci, c'est ceci. Moi, ça me permet de réfléchir en termes de rendement. Je me pose la question de savoir, le marché, d'accord, depuis qu'il existe, d'accord, quand je dis le marché, je vais prendre par exemple le S&P 500, en simple, pour faire simple, on prend la locomotive. Et à partir de là, on peut à peu près avoir une idée générale. Vous allez voir ici que le Shiller PE ratio, donc qui prend en considération les bénéfices nets ajustés à l'inflation, le rendement moyen, la médiane des PER est de 15,91 fois les bénéfices. La médiane, depuis 1800, je ne sais pas combien, 15,91. C'est-à-dire que si vous achetez une entreprise en dessous de 15, disons, en dessous de 16 fois les bénéfices, elle est censée être sous-évaluée. Je dis bien en dessous de 16 fois les bénéfices, elle est censée être sous-évaluée sans prendre en considération la dette. Retenez bien ceci. OK? Elle est censée être sous-évaluée.
Ok, la médiane, la moyenne ici est de 17 fois les bénéfices. Et vous allez voir que dans certaines industries, dans certains secteurs, ce PER-là peut être, ce ratio-ci peut être plus élevé ou moins élevé. Mais en théorie, techniquement, si vous achetez une entreprise aux alentours de 16, 17 fois les bénéfices, vous l'avez acheté à une juste valeur. D'accord? Mais le PER en lui-même, dont les earnings ou les free cash flow sont influencés par quoi? Le PER, il est influencé par quoi? Il a un problème, ce PER. Ce ratio-là a un problème. Sur toutes les évaluations que vous allez faire, que ce soit le discount cash flow ou le DCF, d'accord, j'aime soit écrit ici, donc on va faire ça. Je vais faire comme ça, voilà. Que ce soit le DCF, vous allez prendre en considération la dette. Oui, vous allez prendre en considération la dette sur le DCF. Si vous prenez la valeur d'entreprise, Enterprise Value sur EBITDA, Enterprise Value ici correspond à quoi? Enterprise Value, donc valeur d'entreprise est égale à combien? Capital est égal à capitalisation boursière, donc market capital ici, d'accord? Plus dette nette, d'accord? Plus dette nette. S'il n'y a pas de dette nette ici, c'est du cash net, donc ça dit que ça va être moins le cash, ok? Donc, plus dette nette, ok? So, ici, dette nette, ça veut dire c'est la dette moins le cash. Donc, ça dit que si vous faites dette moins cash et que vous trouvez un élément négatif, vous allez voir ici que ça va vous donner moins, d'accord? Moins fois plus, ça fait moins. D'accord? Plus fois plus, plus. Moins fois moins, moins. OK? Donc, faites attention. Maintenant, enterprise value, c'est-à-dire que quand vous comparez deux entités, même bénéfice net, d'accord? Même ratio, même PER, mais avec différentes structures au niveau structure bilancielle, structure du bilan, c'est-à-dire qu'avec une dette, un niveau d'endettement différent, vous allez avoir tendance à avoir, vous devez avoir des résultats différents. Parce que l'entreprise qui est plus endettée, même si elle est dans le même secteur, les mêmes marges, etc., aura tendance à avoir des PER moins élevés que l'entreprise qui est plus endettée. D'accord? Si vous prenez en considération, parce que normalement, ce PER-là, la fonction, la partie prix, devrait prendre en considération la dette. Donc, au lieu d'avoir le price to earning, on devrait avoir plutôt le enterprise value to earning ou bien le enterprise value to free cash flow. Cette métrique-là n'existe, on va se dire, elle existe, mais elle est rare généralement. Vous n'allez pas la trouver sur les agrégateurs comme Coifin, etc. Mais c'est une métrique très importante. Ok? C'est une métrique très importante. Comment est-ce que vous allez évaluer une entreprise qui a plus de cash que de dette par rapport à une qui est plus endettée que l'autre, dans le même secteur d'activité, avec les mêmes marges, avec les mêmes PER? Il y a une qui vaut forcément moins que l'autre. D'accord? Donc, le but déjà ici est de savoir dans quelle industrie on se retrouve. Quelle est la médiane ou bien la moyenne des PER dans cette industrie-là, et penser en termes de rendement. D'accord? Et savoir que le PER en lui-même, il est influencé par quoi? Un PER peut être influencé par la croissance, par exemple. D'accord? La croissance peut influencer le PER. D'accord? Le business model peut influencer le PER. Quand on dit le business model, c'est-à-dire ici que voilà, si les opérateurs de marché ont peur que l'entreprise ici voilà, se retrouve dans une situation difficile dans le futur, on aura tendance à payer des PER très peu élevés. Exemple, vous allez voir les entreprises comme les Altria qui vont avoir tendance à avoir des PER très peu élevés. Tout simplement parce que le marché a peur que ce business-là disparaisse du jour au lendemain. Ou bien à un certain moment, vous allez voir que tout un secteur est déprécié. Ou bien tout un secteur a l'habitude de s'échanger à des PER très peu élevés. Comme par exemple le secteur présentement le secteur de l'énergie. Vous allez voir que les PER sont très peu élevés. Tout simplement parce qu'on sait que les bénéfices nets actuels ne sont pas durables. Donc il faut faire attention au PER. S'il est mal utilisé, il pourrait vous induire en erreur comme pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours questionner le earning. Donc quand vous savez, le calcul ici du price to earning, vous savez que c'est le prix divisé par le bénéfice, le résultat net. D'accord? Le prix, donc le prix ici, le prix également correspond ici à la capitalisation boursière. Ne l'oubliez pas. D'accord? Donc le prix correspond à la capitalisation boursière. Donc vous pouvez également, pour trouver le price to earning, vous pouvez prendre ici capitalisation boursière divisé par résultat net. D'accord? Et vous trouvez le PER. C'est la même chose. D'accord? Ceci, c'est juste la même chose ici, juste parce qu'on a juste ajouté ici là le bénéfice par action. Donc, prix par action, market cap par action, ici, ça vous donne le prix. Et earning ici par action, ça vous donne ici le earning ici, résultat net par action, ça vous donne ici le earning. OK? Donc, faites attention. Maintenant, une fois qu'on a décortiqué cela, je vais vous poser une question. Si vous achetez une entreprise, disons que vous achetez un immeuble à logement en date d'aujourd'hui, d'accord? On vous le vend à 100 000 euros.
D'accord? Vous donnez 100 000 euros en date de jour, n'est-ce pas? L'immeuble vous appartient avec le terrain, etc. Et maintenant, vous pouvez commencer à faire votre business dessus, donc à le louer tranquillement. Vous n'assumez aucune dette. D'accord? Admettons que vous l'avez payé cash. Imaginez le même immeuble quand vous le vend à 100 000 euros et à l'intérieur, vous trouvez on vous demande d'assumer un mortgage, donc une hypothèque de 80 000 euros. Est-ce que vous pensez réellement que cet immeuble-là va vous coûter 100 000 euros? Non, il va vous coûter 180 000 euros. 180 000 euros. Non, et quand je dis qu'il va vous coûter 180 000 euros, est-ce qu'il vaut 180 000 euros? Parce qu'il faut faire attention que la valeur et le prix. S'il vaut 180 000 euros, vous avez un bon deal. Mais si cet immeuble-là vaut 100 000 euros et qu'on vous demande d'assumer en supplément 80 000 euros d'hypothèque, techniquement, ce n'est pas un bon deal. Le bon deal ici aurait été de payer 20 000 euros et avoir 80 000 euros et assumer 80 000 euros ici de dette, ça représente ici 100 000. OK? Or, quand vous investissez sur les entreprises, les entreprises ici en bourse, vous acceptez assumer cette dette-là. Vous faites cette hypothèse-là. Donc, je paye déjà le prix actuel et j'assume la dette en supplément. OK? J'assume la dette en supplément. Or, si on vous vend la même entreprise à 100, le même immeuble à 100 000 euros et que vous trouvez à l'intérieur de cet immeuble-là une trésorerie ou bien une montagne de cash de 100 000 euros, techniquement, ça vous a coûté combien? Zéro. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que deux entreprises que vous avez achetées à 100 000 euros ici, une avec de la dette, une sans dette ou avec du cash net, pourquoi est-ce qu'elles vont valoir la même chose? C'est pas possible. Ça ne peut pas avoir la même valeur. Pas du tout. OK? Donc, quand vous prenez en considération le PER ne prend pas en considération la dette. C'est un ratio qui ne prend pas en considération la dette. Or, tous les ratios d'évaluation, toutes les méthodes d'évaluation prennent en considération la dette, sauf le PER. OK? Donc, vous allez remarquer ici que le DCF prend en considération la dette. Valeur d'entreprise sur EBITDA prend en considération la dette. Valeur d'entreprise ici sur le revenu, d'accord, prend en considération la dette. Le price to book value, par exemple, que j'utilise, voilà, price to book value ici, prend en considération la dette, d'accord? Donc, price to book prend en considération la dette. OK? Ou bien le price to tangible book value prend en considération la dette. Pourquoi est-ce que le PER ne devrait pas prendre en considération la dette? Et ça, c'est la question qu'on se pose généralement. Comment donc savoir que le PER doit prendre en considération la dette? Simple. En ayant une connaissance approfondie de l'industrie. Il y a des secteurs d'activité, par exemple. Quand vous allez voir le secteur des télécoms, il est inadmissible que le secteur des télécoms s'échange à moins de 17 fois les bénéfices pour une entreprise qui n'a pas de dette dans ce secteur-là. Mais vous allez très souvent retrouver ce secteur-là s'échanger à des PER très peu élevés. Tout simplement parce que ces entreprises-là, ce sont des industries à capital intensif et ils ont souvent énormément de dettes. Quand on dit énormément de dettes, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas payer cette dette-là, mais tôt ou tard, le marché ici prend en considération la dette. Et vous ne voulez pas vous retrouver avec, à un moment donné, avec un marché qui prend en considération la dette, alors que vous, dans votre PER, vous avez inclus un prix qui ne prenait pas en considération la dette. Et quand je dis que vous avez inclus un prix qui ne prenait pas en considération la dette, admettons que vous l'avez acheté à 17 fois les bénéfices. Et vous savez que c'est une industrie qui est mature. Il y a très peu de croissance ici. Quand vous payez 17 fois les bénéfices pour une industrie qui est mature sans croissance, est-ce que vous pensez que vous avez fait une bonne affaire? Je vous pose la question. D'accord? So, si en plus de cela, cette entreprise-là est endettée, vous comprenez qu'on revient à cet exemple-ci. D'accord? Où je devrais normalement payer une entreprise ici sans prendre en considération la dette, je ne dépasse pas 17 fois les bénéfices. Mais s'il y a de la dette à l'intérieur, je devrais retrancher cette dette-là en date d'aujourd'hui, même si l'entreprise va avoir à repayer cette dette-là. Je devrais l'enlever en date d'aujourd'hui. D'accord? Au moins pour avoir la juste valeur au prix actuel, considérant le niveau d'endettement. Parce que je choisis de ne pas assumer cette dette-là dans mon prix d'acquisition. D'accord? So, vous allez également voir que comme je disais tantôt, une fois qu'on sait que le PER ne prend un problème ou ne prend pas en considération la dette, parce que vous pouvez le voir ici par exemple, si vous allez sur Investopedia, ici, vous traduisez ça en français, ce document-ci, on vous dit ceci, faites attention, méfiez-vous des faux signaux du ratio PE. Donc le PER, d'accord? On vous donne le calcul du PER, etc. On vous parle également des bénéfices nets. Donc par exemple, il peut avoir un problème avec les bénéfices nets, il peut avoir un problème ici avec la croissance, il peut avoir également un problème ici avec la dette. Ce sont les problèmes que le PER peut parfois rencontrer. D'accord? Donc parfois le PER peut être très élevé parce que ça prend en considération la dette. Il peut être très peu élevé parce que ça prend en considération les bénéfices nets actuels, alors que les bénéfices nets actuels sont peut-être très peu élevés, alors que ceux du futur auront tendance à être plus élevés. Ok? Peut-être parce qu'il y a une situation temporaire. Donc il faut connaître à peu près quel est il faut toujours ajuster les earnings ici. Ok? Donc si on revient
sur la raison pour laquelle je prends en considération la dette. C'est tout simple. Si j'achète une entreprise, je ne veux pas, je veux un prix qui inclut déjà la prise en compte de cette dette-là. Comment donc savoir que c'est le cas? Premièrement, je sais qu'il faut déjà connaître l'industrie en question. Si une industrie pareille, comme les télécoms, c'est une industrie qui peut s'échanger à 17 fois les bénéfices. 17 fois les bénéfices. Mais vous allez voir ici que au fil des ans, et là je prends, admettons que j'ajuste ça ici, au fil des ans ici, le marché avait tendance à payer certaines PO 17 fois les bénéfices. Et vous allez voir que plus le niveau d'endettement augmente, plus le PER de cette compagnie-ci a tendance à diminuer. Parce que le poids de la dette pèse de plus en plus. Et posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il est judicieux pour une entreprise pareille, qui est mature certes, mais qui offre un service qui ne va peut-être pas disparaître dans les années à venir? Les télécoms, voilà, on va se dire ici que les services de téléphone cellulaire ici, ou bien les services d'internet, c'est pas quelque chose qui... Est-ce que vous pensez réellement que ça va disparaître? Il y a de fortes chances que non. Ok? Donc, aujourd'hui, dans un environnement où on a des taux d'intérêt, disons, je ne sais même pas combien s'élèvent les taux d'intérêt ici aujourd'hui, admettons qu'on a des taux d'intérêt ici de 3%, et que vous achetez cette compagnie, ça a 17 fois les bénéfices, il n'y a pas de dette, vous assumez, vous demandez ici un rendement de 5,88%. OK? Mais dans un environnement où il y a de la dette, est-ce que je vais acheter cette compagnie à 17 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette? Non, pas du tout. Je dois absolument prendre en considération cette dette-là dans mon calcul du PER, tout en mentionnant toujours que le PER étant un rendement, à la fin de la journée, je vais prendre en considération ici mon rendement des bénéfices nets sur coût d'acquisition en date d'aujourd'hui. Et je vous ai pris l'exemple ici avec comment on appelle encore cette compagnie-là, Saint-Gobain, où je vous ai dit que Saint-Gobain a une capacité, enfin, dans un environnement normal où elle va atteindre ses objectifs ici par rapport à sa stratégie qu'elle a présentement en place, qui est au moins d'avoir des operating earnings entre 9 et 11%, ce qui pourrait se traduire sur des bénéfices nets ici aux alentours de 6% ici, ce qui correspond ici sur un revenu ici de 50 milliards ici en moyenne à 3 milliards. Aujourd'hui, on vous vend cette compagnie-là à peu près à 29 milliards. Donc, vous assumez ici, au prix actuel, sans la dette, vous prenez 10% de rendement. 10% de rendement. OK? Et n'oubliez jamais une chose. Si vous prenez 10% de rendement en date d'aujourd'hui, ça c'est le prix qui ne prend pas en considération la dette. Vu qu'il y a une dette nette ici de près de 5 milliards, quand vous faites 5 plus 29, ça vous donne combien? Ça vous donne aux alentours de 34 milliards. Et encore, je ne sais pas si c'était vraiment 29 ici, mais bref, que ce soit 30 ou 29, c'est la logique derrière qui est importante. Quand vous prenez 3 milliards divisé par 34, d'accord, ça vous donne plutôt un rendement en date d'aujourd'hui sur coût d'acquisition de 8%. Ce qui reste intéressant, d'accord? Ce qui reste intéressant. Admettons qu'on avait dans la même entreprise, ok, au lieu d'avoir une dette nette, d'accord, de 5 milliards, avait plutôt une dette nette, d'accord, aux alentours de 30 milliards, d'accord. Donc, la capitalisation boursière est de combien aujourd'hui? 29 milliards. Plus le 30 milliards de dette nette, ça donne combien? 59 milliards. Et c'est une entreprise qui a la capacité de vous rapporter chaque année 3 milliards. 3 milliards divisé par 59 milliards, vous comprenez que le rendement sur coût descend à 5% maintenant. La capitalisation boursière est toujours à 29 milliards. Mais si on ajoute la dette présentement, je n'espère pas plus qu'un rendement de 5% si elle ne rembourse pas sa dette. Si elle rembourse sa dette, ce rendement-là aura tendance à augmenter. Or, c'est l'hypothèse qu'on fait généralement quand on va acheter des entreprises ici à un PER sans prendre en considération la dette. On se dit que non, la dette en question ici va être remboursée. D'accord. Maintenant, comment savoir ici que la dette a été prise en compte? Il faut déjà connaître l'industrie et se poser et regarder à peu près le PER moyen de l'entreprise par rapport au marché en général, compte tenu de l'industrie en particulier. Ok. Quand j'arrive dans le segment ici des bancaires, les compagnies bancaires, les compagnies financières ici, c'est généralement des PER très peu élevés. Tout simplement parce que le niveau de risque est très élevé. D'accord? Cette perception du risque-là également va avec le niveau d'endettement. Je ne dis pas que la banque est très endettée. Non, ça veut dire que le risque que la banque prend ici peut mettre à mal ses bénéfices nets à long terme. Et vu qu'on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là, on choisit payer un PER de 10% par exemple. De 10 fois les bénéfices, qui correspond à un rendement de 10%. D'accord? Dans une compagnie, par exemple, comme le segment des technologies, okay, comme Apple, pourquoi est-ce qu'on va payer Apple à 20-25 fois les bénéfices? Tout simplement parce qu'on se dit que, premièrement, c'est une entreprise qui a la capacité d'augmenter ses prix au-dessus, donc ses revenus au-dessus de l'inflation. Donc, si on a une inflation moyenne de 10%, il y a de fortes chances que Apple augmente son prix au-dessus de 10% pour garder ses marges stables.
d'accord, pour garder ses marges stables. Donc, on se dira que c'est un business qui peut nous rapporter à peu près des bénéfices nets stables dans le temps. Et maintenant, ce business a vu sa qualité en date d'aujourd'hui, pourrait s'échanger à combien si on prend en considération la dette, si on prend en considération plutôt le business model, si on prend en considération les perspectives de croissance. Sur Apple, le minimum que je paierais, c'est 20 fois les bénéfices. Surtout si on compare dans le segment des technologies ici, vous allez voir que le PER moyen, si vous allez utiliser Guru Focus par exemple, le PER moyen ici est aux alentours de 10 fois les bénéfices. La distribution du PER. Admettons par exemple, prenons un exemple ici. Nous sommes dans le secteur des technologies. D'accord. Les technologies disons en Europe. OK. Donc je prends les technologies ici en Europe. Allons dans le segment des semi-conducteurs. Dans le segment des semi-conducteurs, on va voir quelque chose ici. On va voir les price to earning moyens ici. Vous voyez que la distribution des price to earning ici, si on prend une certaine médiane, vous allez voir que ça correspond généralement. On va être plus au niveau des 20 fois les bénéfices ici. OK? La division moyenne sur une longue période de temps. Et le problème maintenant ici, c'est avoir les données nécessaires sur cette longue période de temps-là. Tout en sachant que ce PER-ci ne prend pas en considération la dette. Il faut l'inclure déjà. Donc, quand vous prenez en considération toute l'industrie ici, dites-vous que ça ne prend pas en considération la dette. D'accord? Donc, si vous prenez par exemple le segment des télécoms, admettons, allons-y sur les télécoms. Où est-ce qu'on va? Communication Services, OK, en Europe. Voilà. Alors, Communication Services, je le prends ici. Je vais aller regarder le price to earning ici. Voilà. Vous allez voir que on va trouver une médiane aux alentours de 15 à 17 fois les bénéfices par là. La médiane des PER va être à ce niveau-là. D'accord? Donc, là, je dis bien la médiane, entre 15 et 17 fois les bénéfices. Et vous voyez que ça correspond à peu près à la moyenne enfin, quand je dis le marché, à la moyenne du S&P 500. Tout en oubliant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on prend en considération le S&P 500 ici, c'est très américain. Donc, vous pouvez prendre également ici les entreprises européennes au niveau des entreprises américaines ici. Admettons qu'on va même le faire ici. Telecommunication Services, on va le prendre ici. On va prendre ici le PER moyen sur une longue période de temps ici. Ça va nous donner combien? Où est-ce que ça... Est-ce qu'on a cette information-là? Où est-ce que je l'ai? Telecommunication Services, Inside. Attendez, je vais aller le chercher ici. Vous voyez ici, voilà, le Shiller PE ratio ici. Bon, on n'a pas ici l'information. Techniquement, j'aurais bien voulu avoir le Shiller PE. D'accord? Il est ajusté à l'inflation ici. Mais si on prend la médiane à ce niveau sur cette entreprise ici, vous allez voir qu'on a quelque chose depuis... ça date même de 2019, donc ce n'est même pas assez long. C'est juste 4 ans. Donc, on veut quelque chose de plus long que ça, au moins une dizaine, une vingtaine d'années. Et ce sont ces données-là qui ne sont pas faciles à trouver. Généralement, on trouve des données ici à la période actuelle. Donc, si l'industrie en général est sous-évaluée, vous allez avoir tendance à sous-évaluer l'entreprise parce que vous allez la prendre ici en prenant en considération le PER de l'industrie en date d'aujourd'hui. Donc, il faut le prendre sur une longue période de temps. Donc, ce n'est pas facile de répondre à la question de savoir ici comment je sais que la dette n'a pas été incluse dans le prix. Comment je le sais? Je te dirais qu'il faut que je recolle des données ici. Donc, je prends déjà la médiane du secteur d'activité. Donc, je peux prendre plusieurs entreprises ici, par exemple. Si on est dans le secteur des télécoms, je prends aux États-Unis, je prends Verizon, je prends AT&T, je prends, par exemple, ici, T-Mobile. Je regarde la moyenne de leur PER, la médiane de leur PER. Je dis bien la médiane. Si je constate qu'on a une médiane ici aux alentours de 15 fois les bénéfices, d'accord? Je peux me dire, sur une longue période de temps, je peux me dire ici que le marché paie généralement en moyenne 15 fois les bénéfices ici. Et quand je regarde ça par rapport à la médiane de l'industrie ici, je me dis que bon, ça correspond à peu près. D'accord? On est à peu près dans cette zone-là. Et encore, vous devez prendre en considération ceci. La dette. La dette, le marché de la dette influence la valeur des entreprises. Donc, le marché de la dette est influencé par les taux d'intérêt. Et si le marché de la dette est influencé par les taux d'intérêt, imaginez par exemple, dans ce document-ci que je tirais ici, d'accord, prenons la dette ici, 15 ans. 15 ans ici, les dettes ici avec échéance 15 ans, d'accord, issues ici des différentes entreprises. Donc, les entreprises ici, les entreprises ici qui ont des dettes ici avec échéance 15 ans, ce qui est très, très rare, je vous assure, avec une date d'échéance ici très rare et très, très élevée. Et je vous dis ici que quand la date d'échéance est élevée, quand l'échéance de la dette est élevée, le taux d'intérêt aura tendance à être plus élevé parce que, voilà, on inclut un certain risque ici que les taux d'intérêt augmentent. Donc, vous allez voir ici que la moyenne, pour ce calcul-ci, la moyenne est aux alentours de 5,92. 5,92. Et vous remarquez quoi? On a eu à partir de
2020, on a 3,33%. 2021, on a 3,29-24%. Et à partir de 2022, on commence à monter aux alentours de 4,92%. Et sur les derniers mois ici, donc les derniers mois ici, voilà, si je prends ici le graph, je le mets à ce niveau-ci. Je le mets ici en quarterly. OK. Voilà, c'est ajusté. Vous comprenez ici qu'au dernier trimestre ici, donc au Q4 2022, on était à 5,78%. Quand je prends la médiane de toute cette période-ci, vous constatez qu'à une période, la dette ici s'échangeait, les dettes ici avec échéance 15 ans et plus s'échangeaient aux alentours entre 6 et 7 fois les bénéfices, entre 6 et 7%. 6 et 7% ici, c'est entre 98 et 2000 et 2008, n'est-ce pas? Quand on va regarder les PEL, le Schiller PI ici, entre 98 et 2008 ici, vous allez voir que le marché à ce niveau-ci était à un niveau assez élevé entre, disons, 98 qui se retrouve ici et 2000. On avait des PE aux alentours de 20 fois les bénéfices plus élevés que les niveaux d'endettement à long terme. Et tôt ou tard, ça finit ici par, boum, par redescendre sur terre. On redescend en moyenne sur terre. Je peux prendre le calcul ici en 98, mais si je prends le calcul en 98, disons qu'on était par exemple aux alentours de 6%, soyons gentils. Donc ça dit qu'en 98, de 98 à 2008, il aurait été difficile pour moi de payer plus de 16 à 17 fois les bénéfices pour une entreprise. D'accord? C'est une entreprise sans croissance, tout en ayant un bon business model ici, sans prendre en considération la dette. OK? Donc, et vous constatez que ça correspond à la médiane et à la moyenne des PER, à la moyenne ici des rendements, des bénéfices nets. Donc, si on vous distribue ici la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, sur cette période, si vous aurez eu en moyenne un rendement aux alentours de 6%. OK? Donc, quand je prends en même temps la dette en date d'aujourd'hui, je constate que cette dette, la dette nette commence à augmente de plus en plus. OK? Donc, ce calcul-là, il est ici. Ça augmente de plus en plus. Donc, ça dit qu'en date d'aujourd'hui, en termes de si vous prenez une dette ici à long terme, le marché aura tendance à vous demander un rendement de 6%. Un rendement de 6%. D'accord? Une dette à long terme. Donc, ça veut dire que techniquement, les entreprises, pour le moment, pourraient encore s'échanger à 17 fois les bénéfices. Et dites-vous qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, on aura tendance ici à avoir des taux d'endettement qui augmentent de plus en plus. OK? Et si le taux de la dette augmente de plus en plus, le PER aura tendance à diminuer de plus en plus. Donc, il faut faire attention. Donc, il ne faut pas payer un PER trop exagéré. Parce que si un PER trop élevé, il faut prendre en considération certains éléments. Si un PER très peu élevé, il faut également prendre en considération certains éléments. C'est vraiment c'est pas une science exacte, c'est vraiment de l'art. D'accord? Il faut prendre plusieurs éléments ici, les mettre côte à côte et essayer d'à peu près tirer quelque chose de manière raisonnable. Il n'est pas facile d'être raisonnable. Donc, quand je prends en considération mon PER, et d'ailleurs, je vous dis que la prise en compte ici de la dette dans mon calcul correspond, l'influence vient à peu près de ce document-ci. Vous allez voir ici, dans ce document-ci, vous allez voir qu'on prend en considération la valeur d'entreprise ici sur EBITDA. Donc, la valeur d'entreprise sur EBIT ici, la moyenne. D'accord? 10 fois les EBIT ici. Ça, c'est pour calculer la valeur de Hershey. On est ici, ce document-ci date ici d'à peu près de 2000, je pense que ça date ici de 2013, donc Hershey ici, quand il calculait ici les bits ici, en prenant en considération le cash moins la dette ici, on avait une valorisation aux alentours ici de 48 dollars l'action. Le base case ici, avec les free cash flow, d'accord, lui donner ici une valorisation aux alentours ici de 85 dollars l'action. Et ici, en prenant en considération ici la médiane du free cash flow yield. Or, le free cash flow yield en lui-même, techniquement, ça prend en considération une certaine dette. Ok, venez ici. Quand on regarde ceci, sur Coifin, si je prends le free cash flow yield de cette compagnie-ci, d'accord, parce qu'ils ont cette information-là, free cash flow enterprise value yield de Verizon, je dézoome un tout petit peu. Je constate une chose, par rapport au niveau d'endettement de la compagnie, etc., le marché généralement paye un yield de combien? Il paye un yield de 5%. Valeur d'entreprise sur la valeur d'entreprise ici, sur le free cash flow sur la valeur d'entreprise ici, représente un rendement de 5%. Donc, en réalité, cette compagnie-ci, par rapport au free cash flow, on demande au moins 20 fois les bénéfices. Oui, on demande 20 fois les bénéfices. C'est 5% de rendement. La médiane. Aujourd'hui, on a 4% de rendement. D'accord? Donc, ça dit qu'on se dira même que oui, en date d'aujourd'hui même, on est à peu près... L'entreprise ici ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais attention, les free cash flow actuels sont impactés par les niveaux d'investissement. OK? Et si on retourne par rapport au PER, vous allez vous rendre compte que si on prend les PER ici, donc si on prend les free cash flow yield, si on prend plutôt les free cash flow sans prendre en considération la dette,
Donc, en prenant juste en considération ici la capitalisation boursière, ça va nous donner ceci. Si on prend en considération la capitalisation boursière, ça nous donne ici un rendement aux alentours de 8,75%. D'accord? C'est-à-dire que, non, 7,20%. 7,20% sur une longue période de temps ici. Donc, sur les 20 dernières années ici, ça correspond à combien, disons, ajustons-le sur les 20 dernières années, on est à 9,13%. Donc, c'est-à-dire que le marché paye généralement, en question ici, paye généralement 10 fois les free cash flow sans prendre en considération la dette. 10 fois les free cash flow sans prendre en considération la dette. Et si vous prenez en considération la dette, il est prêt à payer 5,6 fois les free cash flow. Donc, c'est-à-dire que 5,6 fois les free cash flow, ça correspond à quoi? 5,6, ça vous donne quoi? 17,85 fois les bénéfices. OK? Donc, si j'évalue cette compagnie ici à 17 fois, si je la prends à 17 fois les bénéfices ici, je dois enlever la dette. Si je la prends à 10 fois les bénéfices ici, je n'ai pas besoin d'enlever la dette. D'accord? Je n'ai pas besoin d'enlever la dette. Donc, si on prend en considération la dette, cette compagnie-ci peut avoir des PER de 17 fois les bénéfices. Si on ne prend pas en considération la dette, on sera à 10 fois les bénéfices. OK? Donc, sur chacune des entreprises, au cas par cas, vous devez vous poser la question de savoir quel est le rendement que je choisis assumer ici par rapport au prix actuel. Est-ce que ce rendement-là sera influencé dans le futur de manière positive par l'augmentation des bénéfices nets? Et première question, ou bien par l'augmentation des marges? Ou bien est-ce que ce rendement, ou bien est-ce que ces bénéfices nets-là seront influencés à long terme ici par la diminution des bénéfices nets ou bien la diminution des marges? Si on a une influence négative à long terme des marges ainsi que de la croissance des revenus ici, donc dites-vous une chose, les PE auront tendance à être très peu élevés. OK? Et en plus, là, s'il y a de la dette derrière, là, c'est encore plus compliqué. OK? Donc, quand vous évaluez une entreprise, il est important de questionner le niveau d'endettement. Je sais que certains vont me dire que mais, oh, c'est un peu compliqué ton affaire là, mais c'est très très logique, simple. Quand vous achetez, quand vous achetez quelque chose, vous l'achetez à sa juste valeur. Il n'y a pas de dette qui vient avec. Pourquoi quand je vais acheter une entreprise, je dois accepter, assumer cette dette-là dans le prix? Je ne dois pas assumer cette dette-là dans mon prix d'achat. Ça n'a pas de sens. Pourtant, toutes les méthodes d'évaluation, que ce soit le DCF, la valeur d'entreprise sur EBITDA, la valeur d'entreprise sur le revenu, la capitalisation, la valeur d'entreprise sur le revenu, ou bien ici le price to book value, prennent en considération la dette. Pourquoi est-ce que le PER ne devrait pas prendre en considération la dette? Le vrai PER même devrait être valeur d'entreprise sur free cash flow ou bien valeur d'entreprise sur résultat net, comme on a présentement ici. D'accord? Ça, c'est le véritable PER de la compagnie en date d'aujourd'hui. Donc, je dois le guestimer sur cet élément-ci. Par exemple, quand je prends en considération le free cash flow sur market cap, c'est encore le price, ça correspond encore au price ou free cash flow, et ça correspond encore au price to earning. OK? Ça veut dire ici que quand je trouve une entreprise qui change à un rendement de 9%, ce qui correspond presque à 10 fois les bénéfices, je me pose la question de savoir, attendez, nous sommes dans un environnement où toutes les entreprises en moyenne s'échangent à 15, 16 fois les bénéfices. Même quand vous êtes une entreprise bof, dans un secteur d'activité mature, avec un business model assez correct, vous pouvez vous échanger à 16 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Pourquoi est-ce que cette compagnie-ci va s'échanger à 10 fois les bénéfices et je devrais encore prendre en considération la dette dessus? OK? Donc, quand je prends en considération maintenant l'élément qui me met en relation la dette, je me rends compte d'une chose, c'est que le marché sous-paye ici parce qu'il y a de la dette. OK? Donc, à 10 fois les bénéfices, je paierai à 10 fois les bénéfices ici. Je sais que je ne prends pas en considération la dette, mais si je paye 17 fois les bénéfices, je dois prendre en considération la dette. Donc, il faut toujours prendre en considération la dette dans son PER. Mais maintenant, de savoir, est-ce que le PER qu'on a choisi de prendre ici, c'est un PER qui correspond à la valeur de l'entreprise sans prendre en considération la dette ou bien en prenant en considération la dette? Et pour ça, réellement, il faut pousser vos recherches un tout petit peu plus loin. Regardez à combien s'échange en moyenne l'industrie sur une longue période de temps. Et bien sur une longue période de temps. OK? C'est très important. So, j'ai été assez long ici. J'espère que je suis rentré dans tous les détails nécessaires ici. Donc, vous comprenez que j'observe le marché de la dette. J'observe ici les taux d'intérêt. J'observe ici le comportement même du business de l'industrie en général. Et je vais chercher les petites données que je peux avoir en date d'aujourd'hui. Sinon, les grands groupes ou bien les grandes entreprises ont toutes ces informations. Le price to valeur d'entreprise ici sur le revenu pour l'ensemble dans un secteur d'activité en particulier, ou bien valeur d'entreprise sur le revenu ici, valeur d'entreprise ici sur le free cash flow sur une entreprise, sur un secteur en particulier, et ils peuvent prendre des décisions rapidement avec ça.
Ok, nous ici, on doit faire des guesstimations, on doit essayer de chercher l'information ici qui se rapproche plus de la réalité, tout en prenant en considération qu'une entreprise, normalement, dans un environnement normal où il n'y aurait pas de dette ici, devrait s'échanger aux alentours de 16 fois les bénéfices. Ok, en prenant en considération ici la médiane, bien sûr, ici. Et encore, ça, c'est une entreprise américaine. Une entreprise européenne, peut-être, ici, il faut également prendre en considération la valorisation ici au niveau du marché européen, etc. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est une question ici, pour moi, la réponse est très facile quand je pense en termes de rendement, mais également, je dois prendre en considération que, dépendamment des régions, des pays, on pourrait apporter des nuances. Donc, ne cherchez pas trop à avoir voilà, une formule magique qui correspond à tout. Non. C'est pour ça que je prends la peine sur chaque entreprise. Je vais voir quel type d'entreprise on a présentement, dans quel secteur d'activité on opère. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que ce n'est pas cyclique? Dépendamment du secteur, que pensent les analystes ici, afin de pouvoir avoir une idée voilà, qui se rapproche à peu près de la réalité. Okay? En prenant en considération toutes les hypothèses nécessaires. Ok, donc il n'y a pas c'est pas comme si vous allez voir un PER de 10 ici et vous allez là enlever la dette. Non, 10 fois les bénéfices ici, ça ne prend pas en considération la dette. À partir de 15-16 fois les bénéfices, on peut déjà enlever la dette. Ok, donc, et ça correspond généralement ici à une moyenne ici de marché. Ok, et quand je dis le marché, je prends en considération ici le S&P 500. Et nous, en mentionnant également ici que cette entreprise-ci, à 15 fois les bénéfices, c'est un rendement. Ça correspond à un rendement. Et quand je regarde le marché de la dette ici, toujours axé États-Unis, sur les dettes à long terme ici, sur une période de 15 ans, vous comprenez ici que à 15 ans, avec des dettes ici au-delà de 15 ans, ici, le marché demande, les banques ici demandent presque des taux, des PER aux alentours, je dis les banques, par rapport au taux de rendement, presque par rapport au rendement ici, presque des rendements de 6%. Presque des rendements de 6%. Et vous voyez je dis bien presque des rendements de 6%. Si on prend ici 100 divisé par 6, ça veut dire ici que en date d'aujourd'hui, même votre entreprise la plus extraordinaire, quand vous allez l'évaluer sans prendre en considération la croissance ou bien la dette, etc., vous devez même prendre en considération 17 fois les bénéfices. OK? Donc, faites attention. Ce n'est pas un sujet où il y a une réponse, où la réponse est très facile ici, mais vous voyez que quand vous commencez à réfléchir en termes de rendement, tout devient un tout petit peu plus facile quand vous abordez ce genre d'entreprise-là. OK? Je suis désolé d'avoir été aussi long. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans toutes ces explications-là. D'accord? C'est à peu près, voilà, mon cerveau fonctionne. C'est comme ça que moi je comprends à peu près les choses. Pour moi, il est inadmissible pour moi de payer une entreprise à 20 fois les bénéfices, alors qu'elle a une dette, elle a une énorme dette ici. Et je vous ai pris l'exemple ici avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, en prenant en considération la dette actuelle, et Saint-Gobain en prenant en considération une dette fictive de 30 milliards. Vous allez voir ici que la valorisation ne sera pas la même. Ça ne sera pas la même chose. D'accord? Ça ne sera vraiment pas la même chose. Juste en termes de rendement, on n'aura pas la même chose. OK? Donc, il faut faire très attention ici. Donc, j'espère que j'ai essayé de répondre du mieux possible à ta question qui était de savoir, dans ton analyse, quand tu dis que le marché ne prend pas en considération la dette, pourrais-tu développer un tout petit peu? Donc, j'ai essayé de développer au maximum. D'accord? Maintenant, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Si vous voulez payer 20 fois les bénéfices sans prendre en considération une éventuelle dette, c'est à vous de voir. Mais pour moi, je pense que c'est assez logique. C'est assez logique. Et à la limite, même, j'aurais même préféré utiliser les ratios comme valeur d'entreprise sur free cash flow ou bien free cash flow yield sur valeur d'entreprise. Sauf que je n'ai pas les données à long terme ici. Et pour moi, ce n'est pas facile de comparer ces industries-là comme ça. Ok? Certes, j'ai les free cash flow ici, mais je pense qu'en prenant en considération les PER, j'obtiens toujours le même niveau j'ai toujours le même niveau de réflexion. C'est pour ça qu'on ne prend pas un seul type de PER. D'accord? Quand on prend 10 fois les bénéfices, c'est 10%. Quand on prend 15 fois les bénéfices, c'est aux alentours de 5,88%, etc. D'accord? Donc, n'oubliez pas, pensez en termes de rendement. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.